Bonjour, je suis Maude Le Floch du Pôle Art et Urbanisme. Merci d'être présent sur Zoom et sur Facebook pour cette deuxième audition. La commission des auditions du Parlement de Loire, animée par Camille de Toledo, a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Angèle Hermite, juriste. Camille de Toledo est écrivain juriste et il est actuellement à Berlin. Et Marie-Angèle Hermite est à Nice, il me semble. Nous avons eu hier une très belle audition de Sacha Bourgeois-Gironde et je l'en remercie s'il nous écoute. Les membres de la commission que je vous présente rapidement: Stéphane Cordobès, conseiller expert à l'Agence nationale de cohésion des territoires; Pascal Ferren, philosophe et urbaniste; Bruno Marmiroli, qui dirige la mission Val-de-Loire; Joanne Prenier du COAL Art et Écologie; Virginie Cernat, archéologue, conservatrice en chef du patrimoine au ministère de la Culture; et Lolita Voisin, directrice de l'École nationale de la nature et du paysage de Blois à l'INSA Centre Val-de-Loire. Donc les membres de la commission qui sont ici présents et l'équipe du Polo, Annabelle Royer, Apolline Fluc, Félix Golando, Agnès Lucas et Lorraine Lénert, nous sommes réunis au Point Haut, à Saint-Pierre-des-Corps, à proximité de Tours et à proximité de la Loire. Vous pouvez, vous qui nous suivez sur Zoom, faire remonter des questions dans le menu Converser ou via Facebook. Nous pourrons les transmettre à Marie-Angèle Hermite en fin d'audition, ce qui peut nous amener à dépasser l'horaire de 12 heures. Rapidement, brièvement, le projet du Parlement de Loire est une démarche que nous avons initiée en 2019. Nous avons très vite sollicité Camille de Toledo qui nous a proposé un dispositif d'audition parlementaire pour donner un socle à ce projet. Le Parlement de Loire s'inscrit sur le territoire ligérien depuis le dernier fleuve naturel d'Europe. C'est aussi un projet plus vaste qui introduit en France un courant international de considération des droits de la nature. Le Parlement de Loire vise à donner une reconnaissance de personnalité juridique au fleuve, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande, notamment pour offrir la possibilité aux entités vivantes, humaines et non humaines, d'être représentées face aux enjeux d'alerte liés aux menaces climatiques. C'est une fiction qui scénarise des potentialités du réel, qui imagine des institutions à venir et qui donne lieu à diverses initiatives concrètes, des laboratoires sur les transitions, un jeu de Loire, des cartographies, un projet d'urbanisme, etc. Donc c'est une fiction qui aura ces dimensions de réalité à venir. Depuis un an, la Commission a auditionné plusieurs personnes, plusieurs experts, plusieurs praticiens du fleuve, le philosophe Bruno Latour, l'historienne Frédérique Aïtouati, les juristes Jacques Leroy et Jean-Pierre Marguenot, la philosophe Catherine Larère, l'écologue Catherine Boineau, la juriste en droit international Valérie Cabanès, l'écrivain Mathieu Dupérex, la sociopolitiste Gabrielle Boulot, mais aussi l'archéologue Virginie Cernat et l'architecte paysagiste Bruno Marmiroli, et hier l'économiste Sacha Bourgeois-Gironde. Vous retrouverez toutes ces auditions en ligne sur le site du Polo et sur la plateforme Vimeo. Les prochaines étapes, rapidement, la commission se dirige vers la rédaction d'un rapport des auditions en vue d'une publication à l'automne 2021. En mars, une première mise en débat des esquisses de propositions de la commission sera proposée au public. Et un festival en juin, les Générales Assemblées de Loire, permettra de mettre ces propositions en mouvement et en performance. Nous remercions les partenaires qui accompagnent le projet. En premier lieu, la région Centre-Val de Loire, qui soutient le dispositif du programme Artistes-Ingénieurs Génie-Génie, mais aussi l'Agence cyclique, la mission Val-de-Loire, la Fondation Le Damier, la ville de Tours, ainsi que la complicité de l'École de la nature et du paysage de Blois et le COAL Art et Écologie. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Marie-Angèle Hermite, juriste spécialiste des questions animistes, que Camille
de Toledo va vous présenter et je vous souhaite une très belle audition. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, celles et ceux qui nous suivaient, qui suivaient ce travail, ce processus au long cours des auditions du Parlement de Loire. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous? Bien. Marie-Angèle Hermite, on est très très heureux de vous entendre, d'être là avec vous pendant l'heure qui vient, un peu plus sans doute. Je vous présente, vous êtes docteur en droit. Vous développez depuis des années la notion donc d'animisme juridique et vous êtes spécialiste en bioéthique, directrice de recherche honoraire au CNRS, directrice d'études honoraires à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Je disais hier en introduction à ces deux journées, introduction à l'audition avec Sacha Bourgeois-Gironde, je précise d'ailleurs que vous êtes à la Ciotat et non pas à Nice, lui était depuis Jérusalem avec nous, que ces deux journées étaient consacrées à une perspective qui vient s'ajouter, une perspective de plus dans le droit, depuis la loi, depuis la jurisprudence, une perspective depuis la nature, depuis les éléments de la nature, depuis les écosystèmes, depuis les milieux, et ce que nous cherchons évidemment à faire émerger, ou en tout cas à penser, c'est une perspective en plus depuis le fleuve, depuis Loire ou depuis la Loire. Ce matin, pour préparer cette audition, je relisais la première audition avec le philosophe, sociologue des sciences Bruno Latour, et je notais au passage cette phrase: « Nous les modernes, disait-il, nous croyons être inanimistes, mais y compris en science, nous ne cessons de dialoguer avec les choses », et il entendait ce mot « chose » comme une cause, causa, la chose est toujours une cause. Nous leur posons des questions à ces choses et les choses nous répondent. Nous n'avons jamais cessé, en fait, terminait-il, d'être animistes. Donc voilà cette reconsidération de ce monde moderne, y compris technique, depuis un monde technique qui a beaucoup réifié, qui a beaucoup objectivé la nature, tout de même cette persistance que nous continuons à parler aux choses, et évidemment les riverains de Loire le savent, puisqu'on ne cesse de dialoguer avec le fleuve, avec les humeurs du fleuve, avec son lit, avec ses différentes couleurs, etc. Je voulais aussi rappeler pour cette première question que dans les ontologies, disons en anthropologie, dans les ontologies des travaux par exemple présentés par Philippe Descola, ces fameuses ontologies, il distingue effectivement l'ontologie animiste qui prête aux éléments de la nature des formes d'intentionnalité, ces ontologies animistes qui nous permettent par des systèmes de croyances de dialoguer avec les choses, et il les distingue des ontologies par exemple naturalistes qui seraient notre monde, nous de modernes, où nous avons objectivé et en quelque sorte réduit au silence les êtres de la nature, les entités naturelles. Je crois que ce que nous essayons de saisir, de comprendre de notre modernité, depuis notre condition de moderne le long de la Loire et au-delà, depuis cette condition technique aussi, d'un monde très technique, c'est de penser cette notion de perspective depuis les milieux. Vous m'entendez toujours parce que je vois que la connexion est instable. Ce que nous essayons de penser, c'est de cette perspective depuis les milieux, en enlevant peut-être la dimension religieuse, en partant vraiment d'une dimension plus technique justement, et de technique juridique. Et c'est de ça dont on va parler avec vous. Et donc, j'en viens à notre première question, notre premier chemin d'investigation avec vous. Quand et comment est née dans votre recherche cette notion d'animisme juridique? Pouvez-vous nous dire donc de façon synthétique depuis que vous avez commencé également à travailler autour de cette notion, comment vous voyez un état tendanciel du droit, notamment avec le Fanganawi et d'autres exemples, qui viennent en quelque sorte, ces exemples, conforter cette intuition que le droit est en train progressivement de donner une possibilité de perspective en plus, une ontologie de plus depuis les milieux
grâce au mécanisme de personnalisation juridique? Alors, pour moi, l'animisme juridique est une notion récente, si l'on veut, que j'ai élaborée en 2013. Mais je suis partie de quelque chose de beaucoup plus ancien, puisque c'est en 1987, donc bien avant, que j'avais été chargée par la Commission de Bruxelles d'élaborer en droit ce nouveau concept qu'on appelait biodiversité. Il faut vous remettre à l'époque. À l'époque, la Convention sur la diversité biologique n'existait pas et justement, la grande réunion voulue par la Commission, il y avait 1 millier de personnes venues de tous les États membres. C'était de savoir ce que c'était en économie, en sciences politiques et en droit, cette biodiversité dont personne ne savait à ce moment-là exactement ce que c'était. Donc, il fallait préparer la Convention de Rio. Et j'avais essayé de reprendre tout ce qui, en droit de l'environnement, me paraissait à l'époque relever de ce qui serait peut-être la biodiversité. Et finalement, j'avais trouvé fort peu de choses, juste une convention sur les oiseaux, mais qui était extrêmement imparfaite. Donc, j'avais fini par conclure, à partir de toute la jurisprudence, qui toujours, lorsqu'il y avait un conflit entre les humains et les non-humains, pour construire des maisons, des entreprises, des ceci, des cela, des routes, des autoroutes, c'était toujours, j'avais eu cette formule, c'est toujours le crapaud qui perd. Et c'est de là que j'étais partie pour me dire, eh bien finalement, il faut donner à toutes ces entités non humaines la possibilité de plaider en leur nom et pas uniquement les associations qui plaident pour chacune son compartiment, la Ligue pour la protection des oiseaux, etc. Mais il faut faire parler les oiseaux. Et c'est de là que j'étais partie pour dire il faut leur donner la qualité de sujet de droit. Je peux vous dire que devant ce millier de personnes, c'est tombé tout à fait à plat. Ça a été jugé très français, très rationnel et très élégant. Mais comme m'a dit le représentant de l'OCDE, on en reparlera dans 2500 ans. Donc après, j'ai laissé tomber cette piste, mais je me suis retrouvée à évoquer pour la première fois la notion d'animisme tout à fait dans un autre secteur. Très peu de temps après, en 1990, il y avait un groupe de travail sur les produits du corps humain, les cellules, le sang, etc., pour préparer la première loi sur la bioéthique. Et en droit, lorsqu'on prélève du sang, on vous demande l'autorisation, évidemment. Après, ça part pour telle ou telle destination, mais une fois que le sang est sorti de votre personne, c'est une chose, c'est un objet de droit. Et il y avait eu à l'époque un grand procès, l'affaire Moore, de quelqu'un qui avait voulu aux États-Unis récupérer la propriété de ces cellules dont les chercheurs avaient, sans le lui dire, breveté un certain nombre d'éléments. Et devant le biologiste François Gros qui animait ce groupe de travail, je lui ai dit, écoutez, c'est pas possible de considérer que une fois que les gènes, les cellules sont prélevées, tout d'un coup, on perd tout lien avec elles. Et donc, il faut rétablir un lien même une fois que c'est détaché de la personne. Et il m'avait dit, mais c'est pas possible, vous êtes vitaliste. Et j'ai réfléchi, je lui ai dit non, vitaliste, c'est une erreur. Je ne suis pas vitaliste, je suis animiste.
C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'esprit de la personne qui reste dans la chose. Et puis là aussi, c'en est resté là. Et en 2008 arrive la Constitution équatorienne qui déclare non seulement les individus, les personnes humaines sont des sujets de droit, mais aussi les communautés indigènes et aussi la nature et les entités naturelles. Et là, je me dis, ça vaut la peine de recommencer à travailler dans ce sens, et je republie une vision générale où je montre que précisément les scientifiques, Bruno Latour a au moins en partie raison, les scientifiques considèrent très souvent, jouent en permanence avec leurs objets pour en faire des sujets, c'est-à-dire la bactérie dangereuse va se cacher malgré tous les produits biocides qu'on va lui pouvoir mettre pour désinfecter l'usine Lactalis, elle va se cacher. Et puis, à la faveur de travaux, elle va réapparaître. Quand le biologiste vous parle de ça, il en parle comme d'un sujet et quasiment de soldats qui se camouflent et qui repartent à l'assaut. Et lui va repartir à l'assaut pour à nouveau éradiquer cette bactérie, etc. Alors, il y a tout cet anthropomorphisme qui permet d'animer la science, mais après, malheureusement, la société en revient à de la pure objectivation. Et c'est finalement en faisant un livre d'entretien que mon collègue Francis Chateau-Renaud m'a obligé, il m'a dit, écoute, tu as les cellules, tu as les zones de diversité biologique, tu as les animaux, tu as les embryons, tu as tout ça. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et c'est là que je lui ai dit, je regarde se construire l'animisme juridique. C'est-à-dire, j'ai relié animisme et droit, et j'ai dit, là, maintenant, il y a tout un mouvement, que ce soit un mouvement en Amérique latine, à ce moment-là, la Wanganui n'était pas encore apparu, que ce soit en Amérique latine, que ce soit nous de manière cachée, à chaque fois que l'on veut protéger des espèces, des habitats, etc. En fait, on les considère comme des sujets avec leurs propres besoins, simplement on ne le dit pas, on fait comme si. Donc voilà, c'est une longue histoire sur 30 ans. Et je pense que c'est important de voir cette longueur de temps, et on pourrait repartir de plus loin. Je sais que Jean-Pierre Marguenot vous a parlé de Mogg, et ça c'est 1909. Ça part de loin et ça met très longtemps à percer. Mais à partir du moment où maintenant ça a percé, je pense que ça peut aller plus vite. Je vous pose juste une petite question d'incise comme ça, de parenthèse très courte, mais à quel moment dans ce chemin de recherche, pour essayer de comprendre des logiques qui sont à l'œuvre, vous croisez le texte de Christopher Stone? Tardivement, parce que vous savez, à l'époque, surtout les juristes travaillent dans leur langue, ils travaillent très peu dans les langues étrangères, même si maintenant, les juristes travaillent beaucoup avec la doctrine américaine. Mais Christopher Stone, il a dû arriver dans la doctrine française dans les années, je dirais, 97, 98, 2000, pas avant. Personne ne connaissait, y compris chez les spécialistes de l'environnement, mais il faut bien dire que Christopher Stone n'était pas un spécialiste de l'environnement, c'était un spécialiste de droit des biens.
Et moi, quand j'ai travaillé sur la diversité biologiste, je n'étais pas spécialiste de droit de l'environnement. Je ne suis toujours pas d'ailleurs. J'étais spécialiste de propriété industrielle. Et pourquoi on m'a fait venir là? C'est parce que se posait la question de l'accès aux gènes. Et que j'étais la seule juriste à connaître bien, pas trop mal en tout cas, la génétique. Donc vous voyez, que ce soit Christopher Stone, que ce soit moi, on est arrivé à ces propositions-là par autre chose que par le droit de l'environnement. Je comprends. Très intéressant de vous entendre. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, vous figurez effectivement que, et je parle sous votre contrôle, mais c'est des choses auxquelles j'ai pu réfléchir déjà en lisant des textes de Jeremy Rifkin ou quoi au milieu des années 90 sur le siècle biotech, c'est que la propriété de la graine sur elle-même, c'est la protection de son code génétique, et donc ça pourrait s'opposer à des intérêts de type Monsanto qui vont s'approprier des graines, les modifier et ensuite en déposer des brevets. Donc là, on est sur des enjeux, et on le voyait aussi avec Sacha Bourgeois-Gironde, de droit de la propriété intellectuelle, de presque de copyright sur la nature. Et on voit bien qu'une des réponses, c'est sans doute justement de permettre aux éléments de la nature de se défendre, de défendre leur code génétique, notamment, comme dans cet exemple de la graine. On va focaliser maintenant plus sur les droits de la nature et sur le sujet qui nous occupe, nous autres ici, c'est de savoir si oui ou non Loire devient personnalité juridique, si ça a un sens d'aller sur cette voie-là. Vous proposez dans vos travaux, dans certains travaux que j'ai eu la chance de lire, 3 chemins. Vous dites qu'il y a au fond 3 chemins ou 3 voies par lesquelles on passe pour subjectiver un droit, donc pour conduire à une reconnaissance juridique des éléments de la nature comme sujet de droit. L'incidence ou la conséquence la plus concrète pour les non-spécialistes, c'est la possibilité d'aller en justice et de défendre ses droits. Donc, vous dites il y a la voie autochtone ou indigène, et ça c'est l'exemple du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande. Vous dites il y a la voie que vous qualifiez de religieuse ou spirituelle, et c'est celle qu'on a pu commenter dans notre processus à partir des exemples du Gange et de la Yamuna en Inde, notamment, puisque c'était des motifs, des motivations dans les tribunaux, devant les tribunaux indiens, qui étaient de l'ordre religieux et spirituel. L'importance spirituelle du Gange dans les cosmogonies indiennes, hindouistes. On sait que cette jurisprudence a été ensuite suspendue, mais en tout cas, c'était cette deuxième voie dont vous parlez. Vous parlez d'une troisième voie qui, je crois, nous intéresse plus, parce qu'avec la Loire, on est toujours un peu démunis. Hier, on disait le ligérisme il n'y a pas de maorisme. Les Maoris ne sont pas là vraiment le long du fleuve. On n'a pas non plus la dimension religieuse et spirituelle comme on pourrait l'avoir, en tout cas pas avec la même intensité. Et vous dites, il y a cette troisième voie scientifique. Et en effet, dans nos sociétés modernes, donc désattachées, on cherche ça peut-être, une voie peut-être plus technique, plus scientifique. Voilà donc la question. Pouvez-vous nous décrire ce que vous entendez par ce chemin scientifique vers une personnification juridique des éléments de la nature? Oui, alors, je voulais préciser tout de suite que, bien sûr, il y a 3 chemins. Pour moi, ils sont clairement différents. Néanmoins, ces 3 chemins sont emprunts les uns des autres. Ce ne sont pas des chemins totalement séparés. Il y a des tas de points de rencontre entre eux. C'est-à-dire que lorsque vous prenez, si vous avez eu cette conférence sur Whanganui hier, vous avez dû voir qu'il y a eu énormément d'études scientifiques, il y a des hearings, il y a beaucoup d'éléments scientifiques dans la façon dont on a géré la question de Whanganui River. Il en va de même du chemin religieux indien.
le juge indien dit clairement, il faut créer un sujet à chaque fois que la société en a besoin, et à l'heure actuelle, il y a des problèmes environnementaux et il faut créer un chemin qu'il appelle scientifico-socio-politique. Donc, les chemins ne sont pas séparés, de même que chez nous, si on a une base scientifique extrêmement forte, on a aussi tout l'imaginaire, qu'il s'agisse de la Loire, qu'il s'agisse du Rhône, qu'il s'agisse de la Garonne. Ce sont les trois sur lesquels je vois qu'il y a des choses qui se font. Il y en a certainement sur le Rhin, mais je ne connais pas. Mais la Garonne, la Loire et le Rhône n'ont pas les mêmes imaginaires. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer des liens entre les données scientifiques et les imaginaires qui sont différents d'un fleuve à l'autre. Donc, dans notre perspective scientifique, vous avez énormément de scientifiques travaillant sur la Loire ou sur les fleuves en général, qui ont de plus en plus à cœur d'expliquer la manière dont fonctionne le fleuve sur la continuité de son cours, ce qu'ils appellent la continuité écologique. Et à partir de ce moment-là, vous voyez bien que même avec les structures mentales tout à fait occidentales, l'espèce de puzzle juridique des propriétés publiques, privées, inappropriables, police administrative, etc., qui caractérisent la gestion des fleuves, qui n'est pas du tout la même au niveau des sources et au niveau de l'embouchure, qui n'a pas cette continuité politico-juridique, ça ne fonctionne plus. Et donc, vous avez bien une liaison entre les aspects scientifiques et les aspects socio-politiques, imaginaires, un peu comme vous avez dans les appellations d'origine. Quand vous voulez créer une nouvelle appellation d'origine, bien sûr, il y a des producteurs, il y a des scientifiques derrière, il y a des gens qui connaissent les bêtes qui font le lait, qui permettent de faire le fromage, les techniques pour faire le fromage. Mais vous commencez, c'est obligatoire dans la loi, par retracer l'histoire du terroir et l'histoire des techniques. Et là, c'est exactement la même chose. On ne peut pas séparer totalement la base scientifique de l'histoire et des imaginaires. Donc, certes, on va se fonder sur toute une série d'éléments scientifiques, mais on va les articuler avec d'autres éléments. Très bien. D'ailleurs, en vous lisant sur ces trois voies, dont effectivement, on pressent qu'elles sont tout à fait entrelacées les unes avec les autres, comme vous venez de le souligner très justement. On parlait hier aussi avec Sacha Bourgeois-Giron de la notion d'attachement, qui rejoint en fait ces différentes notions, un attachement imaginaire, un attachement au paysage, ce que l'on appelait aussi les attaches fines, lorsqu'il évoquait les tribus, les Iwis, le long du Whanganui, qui sont dans une attache fine à leur entité rivière, avec différents motifs, différents designs maoris, comme il a été question. La notion d'attachement permet aussi sans doute d'ailleurs de mélanger ces différentes voies, ces différents chemins. Je passe à un point concernant ce qui va naître ou ce qui est en train de naître de ces
de ces personnifications des éléments de la nature, pour nous faire rentrer, en tout cas par l'imaginaire, dans les tribunaux. Qu'est-ce que ça donne un monde où les éléments de la nature entrent dans les prétoires, dans les tribunaux pour plaider leur cause, au sens de Christopher Stone, les arbres plaidant, les rivières plaidant, Loire plaidant, ayant son procès en quelque sorte, rentrant dans le tribunal. Vous parlez, vous dites que vous vous appuyez sur un principe pour justifier, pour accompagner ce mouvement juridique vers une personnalisation juridique des éléments de la nature. Vous dites que vous vous appuyez sur un principe d'égalité des armes pour que le principe de la procédure contradictoire soit respecté. Vous évoquez aussi un principe qui nous touche particulièrement parce que nous avons beaucoup parlé tout au long du processus de la notion de traduction. Qu'est-ce que c'est faire parler les éléments de la nature? Comment les accompagner dans leur voix, dans leur mode de sensibilité, dans leur mode d'expression, dans leur langage, dans leurs besoins, dans leurs intérêts? Et vous mentionnez dans un petit entretien un principe, le droit au traducteur. Le droit au traducteur pour les personnes qui ne parlent pas la langue dans laquelle elles sont jugées. Nous aimerions vous entendre sur ces différents éléments. Alors, je vous cite, parce que je trouve ça magnifique comme imaginaire. Vous prenez l'exemple des dauphins en Méditerranée et vous écrivez « Il faut certes un représentant, par exemple les amis des dauphins de Méditerranée, qui vont engager le procès, mais il faut aussi un traducteur qui permette au président du tribunal d'entendre les sifflements et les clics, ou plus encore le fonctionnement des sonars. » On voit très bien là que vous faites entrer les sons du monde, les bruits du monde, les langages du monde dans le tribunal. Et un peu plus loin, vous écrivez encore la tenue des procès, et ça c'est une expression très forte, la tenue des procès est influencée par les corps présents. Les corps présents, et vous prenez un exemple en décrivant, et je cite, « l'oiseau mazouté qui impose au tribunal la longue séquence de son agonie et qui demande réparation mieux que toute explication. » Donc on voit très bien ce souci de faire rentrer non seulement les langages du monde, mais aussi les corps de la nature, les différents corps de la nature dans le monde du droit, dans le tribunal. Je pense ici à la notion de corps parlant, la politique étant cet espace où on fait entrer en contact des corps parlants. Eh bien là, on étend la notion de corps parlant à différents autres corps parlants depuis la nature. Et donc, j'aimerais vous poser ces questions suivantes. Pouvez-vous évoquer cette importance de la traduction? Comment est-ce qu'il faut l'entendre? D'un droit au traducteur qui serait étendu aux éléments de la nature? Qu'est-ce que vous entendez par, précisément en droit, qu'est-ce qu'on entend par égalité des armes? Et cette importance dans le processus délibératif de faire voir, de donner, d'incarner les corps présents. Voilà. Oui, alors partons déjà de la technique juridique. Vous savez que dans la technique juridique, il y a des droits fondamentaux qui s'exercent plus particulièrement dans le cadre de l'organisation générale du droit qui permet les procès. Ce sont les droits de la défense. Ça fait partie des droits fondamentaux et c'est une longue construction qui a commencé avec la Révolution, tout simplement par la fin des tortures. Ça ne viendrait plus à l'esprit de personne maintenant de considérer que on a le droit de torturer, ça fait partie de nos droits fondamentaux. On a le droit à un tribunal et pour l'instant, d'une certaine manière, les entités naturelles n'ont pas droit au tribunal. Ce sont les amis des entités naturelles qui ont droit au tribunal. Et ça n'est pas la même chose, quoi qu'en disent tous les juristes qui s'opposent à cette évolution du droit. Donc, droit à un tribunal impartial, et là, on a tout de suite des doutes, parce que, quelle que soit la manière dont on va organiser le procès,
le procès il sera jugé de toute façon par des humains. Donc le tribunal ne sera jamais totalement impartial. Là où on fait un progrès, c'est avec ce qui est imaginé comme, je dirais, comme compensation donnée aux citoyens de la Convention sur le climat qui voulaient un crime d'écocide. Bon, personnellement, moi, je n'y suis pas favorable pour des tas de raisons, mais on leur a donné, on est en train de leur donner en compensation le fait qu'il y ait des juridictions spécialisées. Ça, c'est très important. Bien sûr, ce sera toujours des humains, mais ce sera des humains qui auront uniquement en tête cette charge-là. Contrairement au magistrat qui est à l'heure actuelle saisi d'un délit de pollution, il a tout le trafic de drogue, il a toutes les violences, etc. Et c'est pas le cœur de sa vie. Les atteintes à l'environnement. Il a d'autres chats à fouetter, surtout dans un pays comme le nôtre, qui a le même nombre de magistrats aujourd'hui qu'en 1850. Hein? La population a doublé, on a le même nombre de magistrats. Donc, il faut déjà avoir ça en tête. Donc, quand vous créez une juridiction spéciale, ça a été fait pour les pollutions maritimes, ça permet des progrès importants. Donc, on va peut-être vers un tribunal un peu plus impartial. On a droit à un avocat, on a droit à une aide juridictionnelle, etc. Tout ça, tous ces droits fondamentaux ont pour objectif ce qu'on appelle l'égalité des armes, qui est une image, évidemment. Et en fait, j'étais partie de cette image et j'en étais restée là. Pour moi, c'était un objectif. Et puis, c'est toujours les collègues qui vous obligent à faire des progrès. L'une d'entre elles est tombée sur cette phrase et m'a dit « Mais qu'est-ce que vous entendez par égalité des armes ?» Et c'est là que j'ai un peu plus travaillé et que je me suis dit on est focalisé sur la question du représentant et il faut la résoudre, mais on ne se rend pas compte que les entités non humaines ne sont pas comprises. Et c'est là que m'est venu que dans les droits fondamentaux basiques aujourd'hui, les droits de la défense, il y a le droit à un traducteur lorsque la personne ne parle pas la langue du tribunal. Donc, là, c'est toute une série de choses qui se sont mises en route à partir de là et qui n'avancent pas assez vite à mon avis. Je suis tombée évidemment tout de suite sur les scientifiques. Un certain nombre de scientifiques vous parlent parfaitement bien des entités non humaines sur lesquelles ou avec lesquelles ils travaillent. Et donc, tout ce qu'on sait sur les dauphins, ce sont des scientifiques qui nous l'ont appris, mais pas que. Vous avez aussi, si vous prenez les animaux marins, les apnéistes ont beaucoup de choses à nous apprendre. J'ai regardé ce que fait, à propos du fleuve Saint-Laurent, une Canadienne qui est une plongeuse et qui se filme et filme l'environnement dans lequel elle plonge, dans le Saint-Laurent, pour, dit-elle, apprendre aux gens, les convaincre et apprendre aux gens qu'il faut soigner le fleuve. Et des gens comme ça, des artistes qui sont capables de représenter, qui sont capables de mettre en scène les entités non humaines, c'est eux dont on a besoin. Donc, le traducteur, c'est un ensemble de gens qui, chacun avec ses instruments, va pouvoir au mieux faire parler l'entité naturelle.
Alors après, il y a la question des corps. Euh, vous savez tous que si vous avez suivi quelques affaires de cour d'assises, que parfois il se passe en cour d'assises quelque chose que personne ne peut réellement expliquer, qui est que pendant des mois et parfois des années, ni les policiers, ni les juges n'ont réussi à obtenir les aveux de tel ou tel criminel, et que à la cour d'assises, la personne parle. Et là, ce sont des corps qui parlent. C'est le fait d'être devant une cour, devant un jury, avec un public, et là, tout d'un coup, la personne va parler. Eh bien, c'est un peu la même chose pour les entités non humaines, me semble-t-il. Plus on va arriver à amener leur corps devant le tribunal, plus facilement on arrivera à ce que le tribunal entende la parole de ces corps. Et dans le cas des rivières et des fleuves, il me semble qu'il y a quelque chose de très important qui est l'unité du corps de la rivière ou l'unité du corps du fleuve. Pour l'instant, en droit, le fleuve est complètement morcelé en rives, en lits, et en autorité qui change depuis les sources jusqu'à l'embouchure. À chaque fois qu'on bouge, on bouge les autorités qui sont chargées du fleuve. Et la première chose à faire si on veut avoir l'équivalent du Wanganui, c'est d'avoir un corps unique pour une personne unique. Et pour ça, il va falloir représentants et traducteurs et faire parler l'ensemble de ce corps qui se déploie de manière assez bizarre d'ailleurs dans la Loire, puisque la Loire a un parcours assez original. Donc, voir ce corps se déployer et avoir quelqu'un qui puisse en parler. Je sais que si j'étais chercheur en charge d'un travail sur la Loire, comme j'ai été chercheur en charge de travaux divers et variés, je prenais toujours ma voiture ou mon vélo ou à pied, ça dépendait des circonstances, et j'allais sur place et tout au long, alors ce qui serait pour la Loire, tout au long du cours, eh bien, je voyageais, je voyais les gens, et comme ça, j'arrivais à comprendre ce qui se passait en étant physiquement au long de l'objet-sujet sur lequel je travaillais. Merci beaucoup, merci infiniment pour cet imaginaire des tribunaux à venir. J'imagine assez hâte que ces sujets du monde puissent entrer dans les tribunaux dans les conditions que vous proposez. J'ai une question assez courte que je vous avais transmise, on l'avait un petit peu travaillé, on en avait parlé. C'est un point important pour nous autres aussi de bien saisir, c'est que parfois cette personnalisation juridique des éléments de la nature, ce serait le cas pour la Loire, est présentée à la lumière d'une idée d'émancipation. On sait ou d'affranchissement. On sait que chez Christopher Stone, le modèle qu'il prenait parfois, il disait, ben voilà, il y a bien eu au fil des siècles, très justement dit d'ailleurs, des êtres qui sont passés d'une colonne à l'autre, de la colonne des biens à la colonne des sujets de droit, prenant l'exemple notamment
de l'histoire de l'esclavage et donc de l'affranchissement. Il prenait également ensuite les droits civiques. Au passage, d'ailleurs, on voit que cette bascule d'une colonne à l'autre est toujours le fruit d'une lutte, de résistance et de lutte pour les droits, mais se dessine tout de même quand même un modèle sous le jour de l'affranchissement, affranchir les éléments de la nature en leur donnant le sujet de droit, émanciper, etc. Il prenait également l'exemple des enfants qui sont sous tutelle, avec un mécanisme de représentation qui s'inspire de la tutelle, donc toujours cette logique de l'affranchissement. Il me semble qu'à vous lire, et juste, est-ce que c'est juste de vous entendre comme ça, c'est moins le modèle de l'affranchissement que de la relation, de l'interdépendance que vous allez chercher. Comme si, en fait, en donnant le statut de sujet de droit, on ne cherchait pas à affranchir, mais au contraire, à permettre la relation, à permettre qu'il y ait plus d'interdépendance et d'interconnexion. J'aimerais juste simplement vous entendre brièvement sur ce point qui me semble assez crucial. Moins une logique de coupure et d'affranchissement et de séparation, mais plus une logique d'interdépendance qui passe par le droit et par cette autonomisation juridique de certains éléments de la nature. Oui, alors la problématique de l'affranchissement qui est très américaine, effectivement, me semble être une erreur importante à bien des égards. D'une part, ça me semble faux sur le plan de la technique juridique parce que je crois que personne ne voudrait donner l'ensemble des droits humains aux rivières, aux moustiques, aux levures, etc. Ça n'a pas de sens parce que l'affranchissement, c'est sortir de la trappe des gens de même nature. C'est-à-dire, c'est l'espèce humaine dans son ensemble qu'on va considérer comme ayant un régime juridique plus ou moins unitaire. C'est pas totalement unitaire parce qu'après il y a les nationalités, il y a tout ce que vous voulez, mais sur les bases fondamentales, c'est une perspective universaliste. Si je veux donner, permettre à des entités naturelles d'exprimer leur potentialité juridique, ces potentialités juridiques vont dépendre de leur nature propre. Un fleuve, c'est pas l'espèce humaine. Les moustiques, c'est une espèce, c'est un ensemble de, je crois, 60 000 espèces. Ça n'est pas des chimpanzés, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est que chacun ait le régime juridique, les attributs du sujet qui lui conviennent, et surtout pas de vouloir copier les attributs du sujet humain ou de n'importe quel autre sujet. Quand on a fait les personnes morales, on ne leur a pas donné l'intégralité, on ne leur a pas donné les droits des personnes physiques, on leur a donné des droits qui leur conviennent. Alors, on peut penser qu'on leur a donné trop de droits, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce sont des droits adaptés à leur nature, adaptés à leurs besoins. Et il faut faire évidemment la même chose pour les entités naturelles. Et un point sur ce que ça permet d'interdépendance, sur l'ordonner avec des attributs particuliers, allant dans le sens d'une plus grande interdépendance. C'est pas toujours évident que ça passe par le droit, puisque intuitivement, on dirait qu'on a simplement, nous, existentiellement, à nous reconnecter au monde et à retrouver, disons, les milieux dont nous dépendons. Mais pourquoi ça passe en quelque sorte par cette découpe supplémentaire dans le droit? Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. À partir du moment où vous avez des sujets, vous avez forcément des interrelations. Vous avez des interrelations à l'intérieur de la même bulle juridique, ce sont les interrelations entre les personnes physiques, et vous avez des interrelations entre des bulles juridiques différentes
actuellement sont les interrelations entre personnes physiques et personnes morales. J'espère qu'il y aura beaucoup d'autres bulles. Mais il faut des sujets pour avoir des interrelations. Je pense pas qu'on puisse avoir d'interrelations avec des objets. On a des emprises, on a des désirs, on a des foucades, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas d'interrelation parce que l'objet ne va pas nous répondre. Oui, c'est ça, c'est assez crucial. Merci. Je vais sauter peut-être la question que je pensais vous poser, parce que je vois que le temps tourne. Dans cet imaginaire de ces tribunaux à venir, de cette entrée des éléments de la nature et peut-être un jour de l'entité Loire ou de l'entité Rhône dans les tribunaux, on se demande souvent qui va agir depuis ce sujet de droit nouveau. Il y a deux modèles, en tout cas je comprends qu'il y a deux manières de concevoir cette possibilité d'action en justice. Celui qu'on a vu hier avec le Whanganui, c'est-à-dire qu'il y a une représentation, donc une représentation stable, le fameux Te Awa Tupua, enfin le board, l'exécutif du Te Awa Tupua. Donc qu'est-ce que ça donne ça, et pour une entité comme la Loire, qu'est-ce que ce serait cette représentation stable? Vous disiez d'ailleurs de l'amont à l'aval, pour retrouver cette unité de l'entité considérée. Et puis il y a en droit l'actio popularis, qui serait tout un chacun, toute association, tout type de personnes physiques ou morales, associations ou personnes, riverains simples, ou associations de riverains, qui diraient: nous on agit depuis les intérêts propres et les droits propres du fleuve. Qu'est-ce qu'il faut, à vos yeux, penser, concevoir dans ces droits européens, dans ce droit européen ou depuis le droit français? Oui, alors j'avoue que je comprends mal pourquoi on oppose les deux systèmes. Ils sont différents, mais chacun a sa raison d'être. C'est-à-dire qu'il faut évidemment un représentant du type qui s'est fabriqué pour Wanganui. Et après, je ne vois pas pourquoi on empêcherait l'actio popularis et donc cette infinité de plaideurs potentiels de contester la façon dont le représentant de la rivière défend ses propres intérêts, ou la façon dont il piétine les intérêts des pêcheurs, admettons, ou des intérêts des centrales nucléaires, puisque nous avons des centrales nucléaires. Donc, il y a une gestion au quotidien avec la défense des droits, etc. Ça, c'est le représentant. Et puis, il y a toutes les contestations possibles, exactement comme Monsieur X va pouvoir contester les actions de Madame Y. Donc, à la limite, je vois pas l'intérêt d'opposer les deux systèmes. Pour moi, ils sont complémentaires l'un de l'autre. Très bien. Et maintenant, j'aimerais revenir à une distinction que vous faites qui nous semble très importante dans le chemin qui nous conduira peut-être à écrire cette loi imaginaire sur la Loire, qui conférerait la personnalité juridique. Je reprends pour ça le chemin qui était tracé déjà dans l'audition de Marguenot et Leroy, et un nom que vous avez prononcé, qui est ce pragmatisme juridique de René Demogue, qui consiste à dire, pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, lorsqu'il y a des intérêts importants en jeu, lorsqu'il y a des besoins, en fait, on peut tout à fait, par pragmatisme, créer un sujet de droit
sans avoir forcément recours d'ailleurs à des cosmogonies, des visions, des imaginaires, mais simplement aussi de manière pragmatique, pratique, technique, en disant là, il y a besoin qu'il y ait un surgissement d'un sujet de droit qui permette de défendre ses intérêts. Vous évoquez, et ça c'est pour les non-juristes, on aurait, je crois, besoin de mieux comprendre, pour concevoir ces sujets de droit en devenir, vous distinguez. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent, ça devient technique, mais c'est important. Personnalité juridique substantielle, je crois comprendre ici qu'il y a un ensemble de valeurs qui seraient à définir, et personnalité juridique procédurale, qui s'incarnerait comme si le sujet allait s'incarner dans la procédure. Est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre cette distinction? Oui, alors je l'exprimerai peut-être légèrement différemment, c'est-à-dire qu'il y a un moment procédural qui est celui du procès et qui a comme aboutissement de la substance, c'est-à-dire une fois que le procès a eu lieu, il a donné ou il a refusé un droit. Et ça, c'est la substance. Donc, ce qui me semble important, c'est que en phase de construction d'un nouveau domaine, et là c'est, si j'ose dire, plus qu'un nouveau domaine, c'est une nouvelle vision du monde. Dans une phase de construction, le procès est particulièrement important parce que quand on essaye de concevoir, si on essayait de concevoir par un parlement, par exemple, les droits des fleuves, par hypothèse, on se tromperait au moins de manière marginale parce que seule la vie quotidienne permet de faire émerger toutes les questions. C'est à ça que sert le procès. Vous avez la structure juridique générale dans le code, dans les grands principes, etc. Et puis, la vie fait que, eh bien, il va se passer une situation qu'on n'avait pas prévue. Et cette situation qu'on n'avait pas prévue, ou cette situation qu'on avait prévue mais qui ne donne pas satisfaction à l'un ou à l'autre, le procès va permettre de la reconsidérer, de la considérer ou de la reconsidérer. Et c'est en ça que la procédure permet de construire le fond du droit, sa substance. Donc, je vais essayer de le redire aussi avec des mots pour bien qu'on ait ça. Une création presque un peu ex nihilo en disant il y a un besoin technique pragmatique de dire il y a cette entité, Loire ou autre, cette entité de la nature qui mérite d'être sujet, et c'est chemin faisant, à l'épreuve des différents procès, que progressivement les attributs et les droits de ce sujet vont se définir. Exactement. La notion d'attribut du sujet, je me suis rendu compte, normalement pour tous les juristes, elle devrait être essentielle et en plus elle est facile à comprendre. Mais je me rends compte lorsque je lis les critiques de ceux qui ne veulent pas faire des entités naturelles des sujets de droit, qu'ils oublient précisément la notion d'attribut du sujet parce que tout de suite on vous dit mais vous n'allez pas donner le droit de vote, vous n'allez pas ceci, vous n'allez pas cela, bon c'est fasciste, c'est tout ce que vous voulez, sauf qu'ils oublient que l'équilibre d'un système juridique, c'est justement de donner à chaque sujet les attributs qui lui conviennent. Si vous prenez dans les personnes humaines, vous n'allez évidemment pas donner les mêmes attributs à un nourrisson qu'à une personne adulte. Vous n'allez pas donner les mêmes attributs à une personne en état végétatif chronique que vous allez lui donner des attributs supplémentaires. Vous allez lui donner des protections supplémentaires dont quelqu'un comme vous et moi, nous n'avons pas besoin. Donc, la notion d'attribut est absolument essentielle et il est bien évident que les personnes morales n'ont par exemple pas les mêmes attributs du sujet que les personnes physiques.
C'est ça. Quand on entend personne morale, il faut que ceux qui nous écoutent entendent entreprises, des les groupements syndicats, les associations. syndicats, des associations, des États, etc. Et que chaque personnalité juridique, en fonction de son, a un spectre d'attributs distincts et précis. On va finir avec de l'imaginaire, puisqu'on est là aussi comme un peu un service avec les auditions du Parlement de Loire. On est un peu là pour être un service public de l'imaginaire. Alors un imaginaire qui peut être juridique, mais dans une écriture, je voulais pour essayer de voir aussi quel est l'imaginaire de Marie-Angèle Hermite, vous lancer sur une piste, et ce sera notre dernière question, dans un texte d'anticipation théâtrale qui se projette dans ce temps de l'animisme juridique. En 2050, un texte qui s'appelle Les témoins du futur, j'ai essayé d'imaginer les formes de ce monde à venir, donc saisi par ce que vous nommez animisme juridique. Et l'un des protagonistes, donc, il déclame des noms de procès, de jurisprudence. On a donc comme nom de procès les coraux de Polynésie contre Total, le fjord de Sirensen contre Areva, eau de source du massif central contre la région centre, lagune de Venise contre le syndicat du tourisme italien, Loire contre l'industrie de l'énergie atomique, et le protagoniste déclare ensuite, depuis la loi, donc depuis cette loi qui a donné la capacité juridique, le statut de sujet juridique, depuis la loi, on est après cette loi, donc il y a quelque chose de magique, dit-il, tous ces mondes muets qui ont été condamnés au silence pendant des siècles et qui tout d'un coup ont le droit d'aller dans les tribunaux pour se défendre. Est-ce que cet imaginaire-là correspond, coïncide, colle à peu près à votre imaginaire juridique à partir de cette notion d'animisme juridique? Alors c'est vrai que quand je pense à un fleuve, mon premier souci n'est peut-être pas d'entamer tout de suite des actions contre telle ou telle industrie, etc. Ça en fait partie, bien sûr. Mais mon premier désir, si j'ose dire, c'est de rendre au fleuve sa continuité, son corps. Après, on peut soigner son corps contre les différentes blessures qu'on lui a infligées ou qu'on lui inflige. Mais pour l'instant, ce qui me frappe le plus, c'est ce manque de continuité, ce qui me pose un gros problème parce que il y a la question des barrages. L'électricité hydroélectrique est un élément important de la lutte contre l'effet de serre. Et là, je suis dans une contradiction à propos de laquelle mon imaginaire est pour l'instant bloqué. C'est probablement là où l'expérience de tous ceux qui vivent en interrelation avec ces fleuves et ces rivières beaucoup plus que moi. Moi, je vis en interrelation avec la mer, mais pas avec les rivières. C'est là où, à force de les écouter, il y a peut-être une façon de trouver des solutions. Mais là, mon imagination bloque d'abord sur ces questions-là, avant de bloquer sur les différentes pollutions qui me paraissent plus simples finalement à discuter. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé autour de l'étang de Berre, par exemple. Vous savez que l'étang de Berre est une des régions les plus polluées de France, avec une diminution de l'espérance de vie humaine assez importante, un nombre de cancers assez important, et à la suite d'une longue
institutionnalisation de réunions, etc. Apparemment, la situation commence à s'améliorer. EDF a supprimé un certain nombre de barrages, ne peut pas les supprimer tous. Les pollutions diverses ont diminué. Et là, on se rend compte que il y a moyen de négocier entre tous les intérêts pour essayer de retrouver un petit peu plus de, de santé, aussi bien des entités naturelles que celles des humains. Merci infiniment. Je m'arrête moi là. Je vois qu'on a dépassé de 10 minutes, ce qui reste honorable, d'autant qu'on avait pris un peu de temps au départ. Donc, merci infiniment, Marie-Angèle Hermite. On aurait bien évidemment encore beaucoup de questions, notamment sur l'économie politique qui naîtra de ces personnalisations juridiques. Est-ce qu'il faudrait contractualiser avec la loi pour user? Est-ce que la personnalité loi pourra demander des versements de loyer pour ces différents usages, l'usage de l'eau, l'usage de son débit, de ses forces de débit, etc. Peut-être que vous aurez envie là de simplement nous donner quelques pistes sur ces points-là, et je passe la parole à Annabelle qui portera peut-être la voix de celles et ceux qui ont suivi cette audition. Merci Annabelle, merci Marie-Angèle. Merci pour cette audition. Donc plusieurs questions sont remontées. Certaines ont trouvé des réponses au fil de l'échange entre Marie-Angèle et Camille. Donc, je vais me permettre d'en partager qu'une, qui est donc autour de la question de la juxtaposition du droit. Alors, je vous la lis. Pensez-vous que puissent coexister différents niveaux de sujets de droit, se superposant en gigogne? Par exemple, un droit international de l'eau, comme le défend Autun Pelletier au Canada, et un statut pour les entités ponctuelles, fleuves, rivières. Y a-t-il addition des personnalités juridiques vertueuses? Alors, je ne parlerai pas d'addition, je parlerai là encore, d'interrelation, sachant que à l'heure actuelle, l'échelon international, parce qu'alors là, il y a une forme d'addition, effectivement, sachant que l'échelon international à l'heure actuelle est très difficile. Plus que dans les années 60, où il y avait un mouvement d'internationalisation relativement vertueux, bizarrement, grâce à la politique des blocs. Et en fait, on a régressé depuis que l'URSS a explosé. Alors, l'URSS n'est pas du tout un modèle en matière environnementale, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais il y avait une sorte de concurrence entre le pôle américain et le pôle soviétique qui faisait qu'on a pu aboutir, par exemple, à la Convention sur le droit de la mer, et depuis, on a régressé. De même, on a régressé sur le statut de la Lune. Les Américains et Barack Obama y a été pour beaucoup, et Trump a terminé le travail, pour reprivatiser des portions de Lune. Donc, il y aura si on se lance dans ce système, il y aura des personnalités juridiques qui s'articuleront les unes aux autres, exactement comme les personnes physiques et les personnes morales s'articulent les unes aux autres. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a des questions de la commission, de la salle? Je vais poser une dernière question qui est remontée, qui est celle qui vous demande votre avis sur les territoires réorganisés en biorégions. Oui, alors, pour moi, les progrès principaux qu'on peut attendre
dans la construction de la phase de transition dans laquelle j'espère on est en train d'entrer, donc une transition générale de prise en compte des limites de la planète, pour dire vite. Je crois que les politiques de territoire sont les seules qui marcheront. Que ce soit au niveau régional, mais que ce soit même, et peut-être surtout, dans un premier temps, au niveau ultra-local, au niveau d'un quartier qui décide de faire de poser des panneaux solaires et des éoliennes de toit, admettons, pour réunir la production énergétique de 30 maisons. Je pense que il faut repartir, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on fait, c'est-à-dire repartir du niveau ultra local, d'avoir des projets de territoire avec des objectifs bien clairs, décider, et c'est plus facile de décider avec les citoyens quand on est au niveau local que quand on est au niveau national, où là toutes les idées se perdent, tandis qu'au niveau local, on peut faire émerger des idées. Donc je crois beaucoup au contrat de territoire et à tout ce genre d'instruments aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais lire une dernière question, je pense, qui est signée par Romain. C'est la fin ? Ouais. Je souhaiterais avoir votre opinion à propos de l'idée selon laquelle la notion d'indisponibilité, déterminée par exemple par les idées d'intérêt général ou de sacré, serait plus propice à la protection des choses de la nature, tandis que leur attribuer la personnalité juridique risquerait une appropriation privée de leurs droits. Alors, attendez, j'ai mal entendu. Est-ce que vous pouvez répéter ? J'étais justement d'ailleurs en train de tenter d'y répondre aussi par voie écrite. C'est que c'est Lauriane qui pose une question qu'on se pose tous, c'est que toute personne qui a un rapport un peu sacré au monde, qui considère qu'il y a des choses qu'on doit respecter, on a ce souci de se dire si on donne la personnalité juridique, ça devient cet ensemble un peu trop laïque et profane qui risque d'aller dans le sens du privé, d'une privatisation, voilà, et que ça n'irait pas dans le bon sens. C'est l'inquiétude que l'on peut avoir lorsque l'on s'en dit comment protéger ce qui est si important, ce qui est là dans cette question sacrée. J'avoue que je ne comprends pas très bien parce que il me semble que si on donne la personnalité juridique, d'ailleurs c'est très bien indiqué dans les documents de Wanganui, on aura plutôt tendance au contraire à mettre en péril la propriété privée des propriétaires des berges, par exemple, ou voire la propriété publique, plutôt que de s'engager dans une propriété. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que la Loire serait propriétaire mais de quoi? J'avoue que j'ai un peu de mal avec la question. Alors, s'il s'agit simplement de dire toute entrée dans le système juridique laïcise les relations, ça me paraît plus exact. Bon, moi je suis très laïque, donc ça ne me gêne pas. Ceci dit, une personne juridique, elle a aussi ses imaginaires. Quand vous avez, je prends toujours l'exemple des personnes morales parce que c'est plus facile. Vous avez des entreprises, vous avez des associations, vous avez des syndicats. Le syndicat n'a pas le même imaginaire, les mêmes croyances que les entreprises, et en particulier les entreprises multinationales. Donc, j'avoue que il faudrait que je discute plus, mais tel quel, je ne comprends pas bien la remarque. Peut-être que ce qui aussi nous aide à comprendre, c'est ça, c'est de savoir si tout d'un coup,
il y a une personnalité juridique Loire ou tout autre, est-ce que Loire devient, on a vu hier avec Wanganawi que c'était une sorte de souveraineté reconnue, notamment des croyances de la foi maori sur le fleuve, dans un cadre plus laïque ou disons, voilà, comme la France, plus républicain et moins religieux. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est une propriété de la Loire sur elle-même? Si oui, est-ce que ça induit pas justement des contractualisations à venir de type Loire et les barrages ou l'industrie électrique et des revenus payés à et dans ce cas-là, cette crainte que tout devienne monétisé en fait, que la personnalité juridique créée ça n'aille pas dans le sens de son respect, de son unité, sans employer le mot de sacré, mais que ça aille dans le sens de d'une monétisation, hein, avec un transfert d'argent du monde privé vers cette nouvelle entité. Oui. Alors, là se pose la question du patrimoine, c'est-à-dire est-ce que le fait d'engager cette révolution de la personnalité juridique va automatiquement déboucher, comme c'est le cas pour les personnes physiques ou comme c'est le cas pour les personnes morales, sur un patrimoine. J'avoue que, bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas pris si j'ose dire, de décision me concernant, hein, définitive, mais j'ai plutôt évité d'en parler. Mais je ne suis pas très favorable au fait d'attacher aux personnalités juridiques des entités naturelles des patrimoines, parce que si vous leur attachez des patrimoines, inéluctablement, vous allez rentrer dans un processus de mimétisme avec les personnes physiques et les personnes morales, et donc de mise en cause des responsabilités, c'est-à-dire vous allez d'un côté engranger des bénéfices en faisant payer la centrale nucléaire, machin, et de l'autre côté, devoir payer des dommages-intérêts si la Loire inonde un village ou des choses comme ça. Donc, moi, ça ne me paraît pas approprié aux entités naturelles, le patrimoine. Donc, ni pour faire payer des royalties, ni pour faire payer des dommages-intérêts. Il faut imaginer autre chose. Merci, c'est précieux. On en est là de la réflexion en tous les cas, puisque j'ai le sentiment que ça évolue toujours avec vous, ça bouge au fil des années et ça se nourrit d'autres choses. À l'instant T. Dans la salle, Camille, je passe la parole à Sophie Gosselin. Oui, bien sûr. Oui, c'était justement pour rebondir un petit peu sur la discussion, parce que ce qui m'a intéressé beaucoup justement dans votre travail, Marie-Angèle Limite, c'était cette histoire, le fait que vous ayez beaucoup réfléchi sur le statut du corps et toutes les problématiques que pose le fait qu'on puisse s'approprier des parties du corps. Et là, il me semble qu'on retrouve un petit peu cette question-là avec l'idée de personnalité juridique, c'est qu'en effet, le risque de l'associer à un patrimoine, ce serait en effet de retomber dans cette possibilité d'une fragmentation et donc d'un morcellement du corps, si on considère que le sujet serait propriétaire de son propre corps, disons à l'américaine un petit peu. Alors que là, je me semble que ce qui est intéressant dans Wanganawi, c'est l'articulation entre sujet juridique et sujet politique. C'est-à-dire que cette idée sur laquelle il y a bien quand même quelque chose comme un esprit qui persiste par-delà le fait que l'élément soit sorti du corps, quand vous parliez du sang tout à l'heure, est-ce que c'est pas ça qu'il s'agit de penser sur un plan politique, et c'est ça qu'a essayé de faire le Wanganawi, qui fait que, en fait, il n'y a pas l'idée, ils ont renoncé à cette idée de propriété en créant une institution politique qui dit justement que le fleuve n'appartient à personne. Et c'est là où il y a quelque chose à penser entre l'articulation entre le juridique et le politique, il me semble. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais l'idée de la personnalité juridique, ça incite à parler comme ça. Une entité vivante
n'appartient à personne. Je pense même que pour les animaux domestiques, on finira par penser qu'il y a un lien de travail, disent certains, mais qu'on finira par supprimer la propriété pure et dure, y compris pour les animaux domestiques. Donc, oui, je pense que la personnalité juridique permet tout à fait d'imaginer d'autres rapports juridiques que ceux de la propriété, de la séparation entre différents éléments du corps, de la vente à l'américaine des différentes parties du corps, etc. Ça me paraît être une piste. Il y a une autre question dans la salle de Sylvia, il me semble. Oui. Non, je voulais poser une question concrète sur cette notion de patrimoine que vous disiez, et je comprends de ne pas encore reconnaître, alors même que vous reconnaîtriez un sujet de droit, mais si on imaginait que Loire, par exemple, est une personnalité juridique et puisse agir en responsabilité contre un pollueur, et qui demande la réparation du préjudice écologique et qui recouvre une somme d'argent, du coup, concrètement, si Loire n'a pas de patrimoine, où va cette somme ? Si vous ne lui reconnaissez pas de patrimoine, du coup, je m'interroge sur où va cette somme concrètement. Bah, ça ne me paraît pas excessivement compliqué s'il y a une pollution. Aujourd'hui, l'amende va dans un budget qui est un budget public. Donc là, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas dans un budget d'une des instances publiques qui participera au système de représentation et qui permettra de réparer en nature, mais réparer en nature et non pas en espèces sonnantes et trébuchantes, où là, on risque de se retrouver devant les dommages-intérêts que devrait Loire si elle ne fait pas bien son travail. Imaginez, par exemple, vous avez les centrales nucléaires. L'été, il peut toujours y avoir des difficultés lorsque l'étiage n'est pas suffisant. Ça arrive avec la Garonne. Lorsque l'étiage n'est pas suffisant pour refroidir la centrale nucléaire, est-ce qu'on va faire payer des dommages-intérêts au fleuve? Non. Donc, tout ça, ça me paraît être il y a une grande décision à prendre qui est celle du patrimoine. Mais une fois qu'on l'a prise, à mon sens, dans le sens d'un non-patrimoine, les autres questions ne sont pas du tout impossibles à régler. Les autres problèmes ne sont pas impossibles à régler. Et selon vous, pour être sûr que j'ai bien compris, c'est au juge ou au législateur de trancher cette question ? Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que le législateur… Alors, deux choses. Si on prend historiquement la première scission à l'intérieur de la notion de personnalité juridique, elle s'est produite avec les personnes morales et c'est le juge qui a imposé cette scission, ce n'est pas le législateur. Le législateur est venu après. Alors, ici, est-ce qu'un juge aura l'audace de le faire ? Je ne sais pas. Est-ce qu'un législateur aura l'audace de le faire ? Je ne sais pas. Est-ce que ça passera par des petits coups d'épingle comme ce qu'a fait le Conseil de Paris pour la Seine à Paris ? Je ne sais pas. On ne peut pas faire de prédiction. Mais admettons que quelque chose se passe dans l'une de ces instances, il y aura évidemment articulation entre la loi et le procès, comme dans n'importe quel autre cas juridique, exactement comme il y a eu pour les syndicats ou pour les associations. Il a fallu des décisions de justice, puis la loi, puis d'autres décisions de justice, et ainsi de suite. Juste une autre question.
Est-ce que ça a du sens pour vous de s'interroger si ça devait être une personnalité juridique de droit privé ou de droit public qu'on devrait reconnaître? Oui, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Vous savez, c'est quelque chose qui se construit très progressivement et c'est un peu comme le patrimoine. Le patrimoine, j'ai presque une réponse, mais pas tout à fait. Et droit public, droit privé, je ne sais pas. Je pose la dernière question sur la traduction, ça vous va? Donc, il y a une autre question sur une autre de vos axes de réflexion là, qui est sur la traduction. Donc je vais vous lire la question de Raphaël. Le droit au traducteur, pour celles et ceux qui ne parlent pas la langue du tribunal, me semble un levier très intéressant et puissant pour entériner la personnalité juridique d'un fleuve, d'un animal. Mais qui ou comment certifier qu'un ou qu'une interprète parle la langue de l'être en question? Doit-on à cet effet éventuellement élargir le sens de la notion de langue? Alors, il faudrait que j'ai un peu plus de renseignements sur cette idée d'élargir la notion de langue. Pour moi, dans ce que j'ai imaginé jusqu'à maintenant, c'est qu'il y ait plusieurs traducteurs. Alors oui, effectivement, parlant plusieurs langues. C'est-à-dire lorsque le scientifique va parler des poissons qui habitent tel fleuve, il va le parler avec sa propre compréhension et donc sa propre langue de la parole des poissons et du fleuve. Si c'est la plongeuse, elle va avoir une compréhension légèrement différente. Et si c'est une artiste, elle va avoir aussi une compréhension légèrement différente. Et finalement, la parole du fleuve viendra de l'accumulation de ces compréhensions différentes, puisque vous savez bien que si vous prenez la traduction d'un texte, surtout lorsqu'il s'agit de poésie et de théâtre d'ailleurs, chaque traducteur fait entendre le texte à sa manière. Camille, est-ce que tu veux aussi réagir sur cette question de la traduction? On sait que c'est une thématique qui t'est chère. Ah ouais, mais en fait, je ne sais pas si c'est mon lieu. On est là vraiment pour écouter Marie-Angèle Hermite. Donc, voilà. Non, mais simplement dire que je suis aussi venu, moi, je suis venu à cette question de la personnalisation juridique, non seulement par le droit, par la littérature, mais également par un travail sur la traduction et sur les langues. Et qu'au fond, le monde qui se dessine et qui est dessiné par des travaux tels que les vôtres, Marie-Angèle, c'est un monde où l'espace social, le contrat social ne se distribue plus autour d'une langue commune que serait par exemple le français, l'allemand, l'espagnol, etc., ou des langues même régionales. L'espace social devient un espace social étendu où des multiples formes de vie dialogue dans une langue qui est la traduction. C'est-à-dire que la traduction, je travaillais sur cette hypothèse qu'est-ce que serait un monde où la traduction serait notre langue commune. Bah, ça donne un espace social très étendu, avec une conception de la langue très étendue, où l'on va parler aux montagnes, aux forêts, aux lacs, aux rivières, aux loups, aux différentes espèces, aux abeilles, par ce biais du traduire que soulignait Marie-Angèle Hermite. Et elle dit très justement que le sens d'un langage, qui soit celui du monde, de la nature ou celui d'un poème, n'est jamais épuisé, que nous sommes toujours, nous autres sapiens, dans un effort de traduction. Et je dis juste simplement pour finir que l'image parfois que j'ai, c'est que sapiens, c'est un pollinisateur de symboles, c'est-à-dire qu'on accomplit des opérations symboliques à partir des langages. Et le problème de sapiens aujourd'hui, c'est qu'il s'est enferré dans une idée du langage qui est trop étroite. Il faut rouvrir depuis les langues, donc depuis le traduire. Voilà. Alors, il y a une difficulté particulière, me semble-t-il, mais je pense qu'on n'en est pas là, qui est celle des intraduisibles. Vous savez qu'il y a des mots, il y a tout un dictionnaire là-dessus,
il y a des mots intraduisibles. Et un de ces mots qui me frappe beaucoup, il y a un mot et une phrase qui me frappent beaucoup dans mes travaux. Terroir n'existe qu'en français, enfin avec le sens précis qu'on lui attribue en français, n'existe qu'en français. J'ai demandé à tous les gens maîtrisant des langues diverses que je peux connaître, personne n'a réussi à trouver exactement le sens du mot terroir. Et ah oui, j'ai oublié ce que je voulais dire en second. Ben, c'est pas grave. Donc il y a ce qui est intraduisible, ça existe et il faut l'admettre. Si, la deuxième c'est une expression, c'est la nature reprend ses droits. Vous l'avez entendu sans cesse pendant le confinement avec les animaux qui reprenaient de l'espace. Et jamais personne n'a été capable de m'expliquer ni d'où ça venait, à quelle date. Et dans les autres langues, il y a une expression proche, mais pas identique, qui est « la nature reprend sa place ». En français, nous sommes les seuls apparemment à dire « la nature reprend ses droits ». Génial. C'est très beau. Merci. Très belle manière de finir et de clore cette audition. Merci infiniment, Marie-Angèle. Au revoir et merci. Merci. Et juste un petit mot de conclusion pour vous dire qu'on a remercié les partenaires en début d'audition, mais on veut aussi remercier les complices qui sont notamment dans la salle avec nous. Donc on pense à Notre Affaire à tous qui a fait un formidable travail d'appareil critique autour du livre qui est en cours d'écriture, l'ouvrage collectif du rapport des auditions du Parlement de Loire. Donc merci à eux. Merci à l'Université populaire et de la Terre à Tours qui est aussi dans la salle avec nous et qui nous accompagne. Et aussi merci à la Rabouilleuse, donc École de Loire de navigation qui va être un des acteurs dans la suite des auditions du Parlement de Loire, et à Thierry Bouvet, pêcheur de Loire, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Donc merci à eux, merci à tous les membres de la commission et merci à vous Marie-Angèle et Camille, c'était formidable. Au revoir. Merci. Au revoir.